Bonjour, bienvenue au quai du cimetière de l'océan. Je suis Julien Maroyot et aujourd'hui, je vous propose un voyage qui n'est peut-être pas adapté aux plus sensibles d'entre vous. Un voyage des plus sombres, des plus tristes, où le podcast n'aura jamais aussi bien porté son nom puisque le cœur du récit se déroule dans ce que les marins appellent le cimetière de l'Atlantique, au milieu des vagues et des courants glacials. Au quai, face à nous, s'étendent les 82 mètres du Mackay Bennett. Ce n'est pas très long, oui. Ce n'est pas non plus un paquebot, non. C'est un câblier, chargé de tirer les câbles sous-marins de long, en large et en travers de l'Atlantique Nord. Mais c'est surtout le navire qui a été chargé de la terrible mission de récupérer les corps des victimes du Titanic. Montez à bord si l'odeur de la mort ne vous importune pas et si vous parvenez à gérer vos émotions, car ce voyage vous hantera certainement pendant un long, très long moment. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, disparaissait dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord le plus célèbre des transatlantiques. Paradoxalement, il n'a pourtant jamais accompli la traversée puisqu'il fait naufrage pendant son voyage inaugural avant d'arriver à New York. Je parle évidemment du Titanic. Inutile de revenir sur le plus célèbre de tous les naufrages. Absolument tout a déjà été raconté dans les moindres détails, tant son histoire continue de passionner des générations entières. En disparaissant à près de 4 km sous la surface, Titanic emporte avec lui de nombreuses victimes, environ 1500. Certaines restent à jamais prisonnières de sa coque. D'autres se débattent dans l'eau en attendant d'être repêchées par les embarcations qui ne reviennent pas. Tout devient rapidement silencieux à 600 km des côtes les plus proches. L'océan est calme et berce doucement au creux de ses flots ses nouvelles victimes. Riches Américains, pauvres migrants irlandais, il ne fait aucune distinction. Les passagers du Titanic s'endorment dans le froid. Ils auraient pu rester ainsi. À cette époque, lorsqu'un naufrage se produisait, la plupart des corps n'étaient pas repêchés. Cela peut vous surprendre, mais en 1912, ça reste périlleux. C'est comme récupérer les corps sur l'Everest aujourd'hui. Mais à mesure que la journée du 15 avril passe et que la liste des survivants est courte, la White Star Line prend conscience du nombre important de victimes. Et parmi elles figurent de nombreux riches Américains titulaires de grosses assurances dont les familles auront besoin de récupérer les corps. La compagnie décide donc rapidement d'organiser une mission de récupération des victimes et de les amener vers le port le plus proche du site du naufrage afin qu'ils puissent avoir une sépulture. C'est la moindre des choses que la White Star Line puisse faire face à ce terrible naufrage dont elle fait la une dans la presse. Deux options s'offrent à eux, Terre-Neuve et Halifax. Le problème avec Terre-Neuve, c'est que c'est une île. Elle n'est donc pas rattachée à la Terre et ce sera un problème majeur pour les familles de victimes qui ne pourront pas venir par le train. Idem ensuite pour renvoyer les dépouilles chez elles. On décide donc que ce sera Halifax. Sur place, on mandate des entreprises pompes funèbres de toute la région pour fournir des linceuls, des cercueils, mais aussi des thanatopracteurs qui prépareront les défunts. On ne les appelait pas ainsi à l'époque. Le terme thanatopracteur apparaît dans les années 60. Ici, on parle plutôt d'embaumeurs. Ils feront en sorte de retarder les effets de la décomposition en injectant une solution à base de formol par voie artérielle pour que le corps soit présentable et puisse être transporté jusqu'à son lieu de sépulture. Une technique qu'on a mis en place et qu'on a largement utilisée pendant la guerre de sécession. Cela étant fait, il faut à présent un bateau pour se rendre sur place et transporter les corps. On se rend dans le port d'Halifax et justement, notre Mackay Bennett vient d'y arriver. Le Mackay Bennett est un navire britannique, construit en 1884 au chantier naval de Glasgow, en Écosse.
Il est affrété par la compagnie Commercial Cable Company. Cette entreprise est chargée de poser, depuis le début de l'année 1912, des câbles entre la France et le Canada. Et il stationne donc dans le port d'Halifax. Un câblier comme le Mackay Bennett est parfait pour cette mission. Les cales de ces navires sont immenses afin d'y loger de larges bobines accessibles par des grands puits de chargement. Sans perdre de temps, on décharge tout son matériel et la bobine de câble est retirée. À la place, on y fait déposer plus d'une centaine de tonnes de glace. Les entreprises pompes funèbres font préparer des cercueils qu'on vient empiler le long du quai en attendant de les charger à bord, ainsi que des linceuls pour envelopper les corps. Il n'y a qu'une centaine de cercueils, pas plus. C'est peu. Trop peu comme nous le verrons, mais c'est normal. Le Carpathia, qui transporte les survivants du naufrage repêché au petit matin du 15 avril, n'est pas encore arrivé à New York. Les communications n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. On communiquait par radio Marconi en signal morse. La liste des survivants mettait alors du temps à parvenir. Le signal était parfois entrecoupé. Des rumeurs circulaient aussi selon lesquelles tous les survivants n'étaient pas seulement montés à bord du Carpathia. Ça paraissait presque impensable. On disait également que beaucoup de personnes étaient restées prisonnières de la coque du Titanic et donc que les corps ne remonteraient pas et que de toute façon, les courants les auraient déjà emportés bien trop loin. Les marins du Mackay Bennett se préparent à leur lourde tâche. Ce sont des hommes de mer, des hommes durs. Toutefois, on leur laisse le choix d'embarquer ou non pour ce sombre voyage. Personne ne refuse, c'est même une aubaine pour eux. Le navire est loué $500 la journée et l'équipage reçoit le double de leur paye journalière. De plus, on sait à présent que, parmi les victimes, figure John Jacob Astor, 47 ans, qui voyageait avec sa jeune épouse enceinte, Madeleine, âgée de 18 ans. Madeleine a survécu au naufrage en trouvant place dans un canot de sauvetage. Le fils aîné de John Astor, Vincent Astor, 20 ans, issu de son premier mariage, est dévasté par la perte de son papa. Il annonce qu'une prime de $100 000 sera versée pour la récupération du corps de son papa, soit environ 3 millions actuels. Comprenez bien qu'à ce moment-là, l'équipage du Mackay Bennett est enthousiaste. La tâche s'annonce facile, repêcher les corps de quelques milliardaires, les placer dans des cercueils et empocher une coquette somme. Le matin du 17 avril, soit 2 jours après le drame, on termine de charger les marchandises à bord et l'équipage est au complet. Parmi eux, un religieux de la cathédrale anglicane All Saints d'Halifax embarque, le révérend Kenneth Hind. Il sera chargé de réciter les derniers sacrements aux défunts qui, trop abîmés, devront être inhumés en mer. En début d'après-midi, le navire quitte le port d'Halifax et prend la mer, enveloppée d'une brume très épaisse qui vient balayer ses ponts. La mer est creusée, noire, comme annonciatrice de ce voyage au cœur de la désolation. Le capitaine Frederick Harold Larner fixe son cap sur la dernière position connue du Titanic, en espérant se trouver sur le chemin des courants qui emportent en ce moment les corps et les débris du paquebot maudit. L'opérateur radio lance alors un message à tous les navires se trouvant dans le secteur de bien vouloir signaler la position des débris ou des corps qu'ils pourraient croiser sur leur chemin. Il obtient le même jour une première réponse du SS Rhin, affrété par la compagnie allemande Norddeutscher Lloyd. Il opère alors un premier changement de cap. Le 20 avril, alors que le Mackay Bennett approche de la position, il reçoit un nouveau message venant du Bremen, navire allemand appartenant lui aussi à la Norddeutscher Lloyd. Celui-ci vient de traverser un important champ de débris et de nombreux cadavres flottant par groupes, certains agrippés les uns aux autres, d'autres seuls. Les passagers pleurent sur les ponts du Bremen face à ce sombre tableau. On y voit des marins, des hommes, des femmes, mais aussi des enfants, dont cette femme tenant contre sa poitrine son bébé. Peu de personnes parviennent à retenir leurs larmes. Le Bremen signale également la présence de nombreux icebergs de différentes tailles.
C'est à bord de ce paquebot que sera prise la photo de l'iceberg que certains soupçonnent d'être responsable du naufrage du Titanic, bien que, vu le nombre de glaces flottantes, il y a peu de chances que ce soit le cas. Mais on aime y voir des vérités partout. Il est environ 8 heures du soir, ce 20 avril 1912, lorsqu'enfin, le Mackay Bennett arrive sur place. Autour d'eux, c'est effectivement des centaines et des centaines de corps qui flottent avec leurs gilets de sauvetage blancs qui sont éparpillés au milieu des débris du paquebot. Nous les avons vus éparpillés à la surface, ressemblant à une volée de mouettes. Le capitaine Frédéric Harold Lardner. Il est trop tard pour commencer la récupération. La nuit commence à tomber, alors il jette l'ancre en attendant que le jour se lève. Faites stopper les machines et jetez l'ancre. L'équipage du Mackay Bennett passe sa première nuit au milieu des morts du Titanic. Nature, berce-les doucement, ils ont froid. Au matin glacial du 21 avril 1912, au milieu de l'Atlantique Nord, l'équipage du Mackay Bennett s'apprête à commencer sa tâche morbide. L'océan, comme souvent, est houleux, ce qui n'arrange rien à l'affaire. Il est 6 heures du matin et les linceuls sont amenés sur le pont. Chacun d'entre eux sera numéroté. À ce numéro, un autre sac portant le même numéro sera attribué, dans lequel on prévoit de placer les effets personnels récupérés sur les corps. La première chaloupe est mise à l'eau avec 5 hommes à bord, et l'équipage rame prudemment jusqu'au premier corps. À ce moment, j'ose imaginer qu'après une première nuit au milieu de l'océan de cadavres, le moral de l'équipage devait commencer à descendre fortement. Et, dès le départ de cette mission de récupération, je pense qu'il se retrouvait immédiatement au plus bas. Le premier corps à être sorti de l'eau est celui d'un petit garçon de 9 ans, qu'on pense être celui de Walter Van Billard, un jeune Américain né en France qui dérivait seul sur l'océan. « Doucement les gars, doucement, amenez-le doucement, faites attention à sa tête. Pauvre bonhomme. » Puis, on remonte un deuxième corps, un troisième, et le quatrième, celui qui, sûrement, entra à vie ces 5 marins et le reste de l'équipage du Mackay Bennett. Vous, moi et nombre d'historiens depuis plus d'1 siècle. Celui d'un petit garçon blond, qu'on estime âgé d'à peine 2 ans, dérivant seul, enveloppé avec soin dans un petit manteau gris et des petites chaussures à lanière en cuir. Il est le seul corps à ne pas porter de gilet de sauvetage, sûrement trop grand pour lui. Silencieusement, délicatement, on le porte à bord de la chaloupe. Les hommes de mer peuvent sentir l'amour, le soin avec lequel sa maman, son papa, avaient couvert le plus chaudement possible cet enfant que l'océan berçait depuis. Ce sont des couches et des couches de vêtements qui lui ont été enfilés. Robes en serge brune, vêtements de flanelle, tricots de laine rose, collants bruns. Un lien particulier va s'établir entre les marins du Mackay Bennett et cet enfant qui ne sera jamais réclamé ni même identifié. Ce voyage est pénible, je vous l'ai dit. Une fois que l'équipage avait remonté entre 6 et 9 corps, il retournait au Mackay Bennett pour hisser à bord les victimes. C'est un travail pénible, ingrat, pesant. Il faut lutter contre la houle et supporter, littéralement au sens propre du terme, un poids mort dans une odeur indescriptible. Le corps numéro 15 à être sorti de l'eau est celui de Michel Navratil, un Français voyageant en 2e classe avec ses 2 enfants. Michel, qui porte donc le même prénom que son papa et qu'on surnomme alors Lolo, âgé de 3 ans et 10 mois, et Edmond, son petit frère dit Monmon, âgé de 2 ans. L'histoire de Michel Navratil est originale, dirons-nous. À ce moment, son corps est monté à bord du Mackay Bennett sous le nom de Louis Hoffman. Michel Navratil, ou Louis Hoffman, était un tailleur vivant à Nice. Il est né en 1880 en Slovaquie et émigre en France en 1902. D'abord à Paris, il s'installe ensuite à Nice où il travaille comme second tailleur dans une boutique. Doué et reconnu, il décide en 1907 d'ouvrir son magasin de prêt-à-porter qui rencontre un certain succès, lui assurant rapidement une vie aisée.
Peu de temps avant d'ouvrir sa boutique, il fait la connaissance de Marcel Corretto, 10 ans plus jeune que lui. Une jeune Italienne d'origine argentine qui était apprentie dans la même boutique que lui auparavant. Ils tombent rapidement amoureux et se marient ensemble en 1907 à Londres. En 1908 naît donc leur premier fils, Michel, puis Edmond en 1910. Mais voilà, Michel découvre que son épouse Marcel a une liaison avec le parrain du petit Michel. Immédiatement, il demande le divorce et pendant la procédure, la garde des enfants est confiée à l'oncle de Marcel qui les ramène finalement chez leur mère. Michel Navratil vit très mal cette séparation. Il délaisse sa boutique. Dans un coin de sa tête, il commence à échafauder un plan. Une partie de sa famille a émigré à Chicago. Il souhaite partir les rejoindre et faire fortune là-bas en emmenant ses enfants. Tout recommencer à zéro. Il vend alors sa boutique à l'un de ses amis, se rend à Monte-Carlo dans une agence de voyage où il achète 3 billets en 2e classe à bord du Titanic sous un nom emprunté à un ami, Louis Hoffman, avec 2 N à la fin. Durant le week-end de Pâques, il profite de son droit de visite pour partir avec ses enfants en leur expliquant qu'il déménage et que leur maman les rejoindra là-bas. Ils traversent la France en train et franchissent la Manche à Calais, où ils arrivent à Southampton et logent au Charing Cross Hotel en attendant d'embarquer sur le flambant neuf Titanic. Michel Navratil aurait pu embarquer à Cherbourg, mais à ce moment, il est certainement recherché avec ses enfants en France et il tenait à éviter les contrôles de police. Le 10 avril 1912, ils embarquent donc tous les 3 à bord du paquebot. Michel, ou Louis, se fait discret. Il reste très proche de ses enfants et se dévoue entièrement à eux, comme l'affirment certains témoignages. Car, même si Michel fait profil bas, ses enfants attirent l'attention. Ils sont mignons, ces petits Français, et ils jouent avec d'autres enfants à bord. Le petit Michel, Lolo, se souviendra que son père et un autre homme sont entrés hâtivement dans leur cabine située au pont F cette nuit du 14 avril 1912. Il réveilla ses 2 enfants et les habilla chaudement, très rapidement, puis il les conduisit sur le pont des embarcations. Il leur trouva une place dans le dernier canot, le canot pliable D, situé à bâbord. Il est mis à l'eau à 2h05, soit 15 minutes avant que le Titanic ne disparaisse de la surface. Tu lui diras que je l'aimais beaucoup et que je souhaitais la faire venir en Amérique quand nous serions installés. Ce sont les dernières paroles de Michel Navratil à son fils, avant que le canot ne descende, chargé d'une 20aine de personnes, sur les 47 qu'il pouvait accueillir. Aucun homme n'était admis à bord. Le reste de leur histoire est rocambolesque. Ils ne parlent que français, et aucun des 2 enfants ne sait comment ils s'appellent. Ils répondent juste « Lolo » et « Monmon », puisque c'est ainsi que les appelaient leurs parents. Mais ça ne correspond à rien sur les listes de passagers. La presse les surnomma rapidement les orphelins du Titanic. Je ne m'étalerai pas plus ici, mais sachez au moins qu'au milieu de cet océan de tristesse, ils retrouveront leur maman le 16 mai 1912, un mois plus tard, grâce à une photo publiée dans la presse française. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur eux, vous pouvez facilement vous procurer le livre « Les enfants du Titanic » de Elisabeth Navratil, la petite fille de Michel Navratil. Au crépuscule de cette première journée, ce sont 51 corps qui sont sortis de l'eau. Ce qui marque le plus les marins, ce sont que ces corps semblent endormis, mais avec les yeux ouverts. Certains sont morts d'hypothermie, d'autres de crise cardiaque en plongeant dans l'eau glacée. Certains, blessés, ont succombé à leurs blessures ou bien se sont noyés. Et bien qu'ils soient dans l'eau depuis plus de 5 jours, ils sont, pour la plupart, en bon état de conservation. À bord du Mackay Bennett, John Snow, responsable de l'entreprise pompe funèbre Snow Funeral Establishment à Halifax, est chargé d'identifier les corps remontés et de déterminer la classe dans laquelle ils voyageaient. Il doit également faire le tri entre les corps trop abîmés et ceux qui pourront être préparés. Pour les corps ne pouvant être identifiés à l'aide de documents présents sur eux, il note les caractéristiques principales: barbe, forme du visage, couleur des cheveux, couleur des yeux, bijoux, etc. Dans cette tâche macabre, il est aidé du personnel de bord du Mackay Bennett. Corps en bon état,
mais fortement meurtri par les chocs des vagues. En ce début de siècle, les hommes portaient des montres à gousset attachées à leur veston par une chaînette ou parfois simplement un ruban. En procédant à l'inventaire et en plaçant les effets personnels dans les sacs en tissu, ils constatent que presque toutes sont arrêtées sur 2h10, heure à laquelle le Titanic a commencé son dernier plongeon. Parmi les effets de Michel Navratil, identifié encore à l'heure actuelle comme Louis Hoffman, il trouve entre autres un revolver chargé. Que comptait-il faire avec cette arme chargée ? Nous ne le saurons jamais, mais l'histoire de Louis Hoffman, Michel Navratil, n'est pas tout à fait terminée. Louis Hoffman, numéro 15. Âge estimé, 36 ans. Cheveux et moustaches noirs. Vêtements, par-dessus gris avec doublure verte, costume marron. Effet, portefeuille, montre en or avec chaîne, porte-monnaie contenant 6 livres, reçu de l'agence Cook pour échange de billets. Ticket, pipe dans un étui, pistolet chargé, pièces, clés, etc. Note du Charing Cross Hotel, chambre 126, avril 1912. De son côté, l'opérateur radio communique avec les bureaux de la White Star Line afin d'envoyer la première liste des victimes identifiées. À la fin de cette journée, Jon Snow estime que 26 corps pourront être ramenés vers Halifax, tandis que 25 d'entre eux sont trop abîmés pour être conservés, dont la plupart sont des membres d'équipage, des mécaniciens, soutiers, serveurs ou des passagers de 3e classe. Ils ont passé plus de 5 jours dans l'eau, chahutés par les vagues, se heurtant aux débris ou en étant frappés par les navires ayant traversé le champ de débris et, allez savoir de quelle manière ils ont péri. Ce soir-là, sur le pont du Mackay-Bennett, tandis que la nuit s'épaissit, on récite des prières autour du prêtre. Dans les linceuls renfermant ces corps non identifiables, on place avec eux des morceaux de ferraille ou tout autre matériau lourd servant de lest. L'odeur est forte. Celle d'un corps en putréfaction après un séjour prolongé dans l'eau est indescriptible. Une fois la prière terminée, le corps est rendu à la mer. Cette fois, il descend vers les abysses. Jon Snow passe une partie de la nuit à embaumer les corps qui peuvent l'être, placer dans des cercueils les autres ou les laisser se reposer sur un lit de glace. Il semblait préférable de veiller à ramener à terre les personnes dont la mort poserait le plus de questions d'assurance, de succession et de litige. Le lendemain matin, le 22 avril, la même tâche fastidieuse recommence sous la pluie cette fois. Les marins du Mackay-Bennett peuvent admirer les icebergs qui donnent un théâtre à la scène. Ils dansent, oscillent, grondent et scintillent sous la pluie. Un événement va venir remonter un peu le moral des hommes. Parmi les corps repêchés ce jour-là, on trouve John Jacob Astor, à qui on attribue le numéro 124. Le milliardaire est facilement identifiable grâce à sa montre en or, au dos de laquelle sont gravées ses initiales JJA, également présent sur le col de sa chemise. J'ai vu la récupération du corps du colonel Astor. Comme les autres, il flottait soutenu par un gilet de sauvetage. Les 2 bras étaient tendus en l'air. Le visage y était gonflé, une mâchoire blessée. Son corps était vêtu d'un costume et de chaussures marron. Sa montre, un objet coûteux, parsemé de diamants, pendait de sa poche. Elle s'était arrêtée à 3h20. Presque toutes les autres montres sur les corps que nous avons retrouvés s'étaient arrêtées à 2h10 environ. Je pense que c'est parce qu'elle était mieux faite et qu'elle a mieux résisté à l'eau. Sa chaîne de montre était en platine, de même que les montures des bagues qu'il portait. Ce même jour, l'équipe de récupération trouve le canot de sauvetage pliable B. Il est retourné. C'est sur ce canot que l'officier Lightoller avait trouvé refuge avec d'autres passagers. S'il est retourné, c'est parce qu'il avait été descendu et mis à l'eau dans la précipitation quelques minutes avant que le navire ne sombre lorsque la première cheminée est tombée. Il avait alors été impossible de le redresser. L'équipage du Mackay-Bennett tente lui aussi de le redresser, mais ils n'y parviennent pas, c'est trop lourd.
Avant de l'abandonner, il vérifie quand même qu'aucun corps n'est prisonnier en dessous. Durant cette deuxième journée, l'opérateur radio continue d'échanger avec les autorités et les bureaux de la White Star Line. Il confirme donc que le corps de John Jacob Astor est bien à bord. Vincent Astor, son fils, s'embarque alors dans le premier train à destination d'Halifax pour y attendre le retour du Mackay Bennett. La White Star Line échange aussi avec eux sur le fait qu'il est essentiel que tous les corps soient, dans la mesure du possible, au regard des conditions sanitaires, ramenés à terre. En gros, si le corps n'est pas trop décomposé, l'équipage ne doit pas faire de distinction de classe, que même s'il s'agit d'un passager de 3e classe inidentifiable mais en bon état de conservation, alors il doit être ramené et non pas inhumé en mer. C'est donc à compter du 2e jour qu'on commence à voir apparaître plus de 3e classe sur les registres. Toutefois, pour des raisons évidentes d'hygiène, les corps trop abîmés, trop décomposés, continueront d'être inhumés en mer. Le nombre de victimes entourant le Mackay Bennett est déjà très important, plus qu'il ne l'imaginait. Sachant qu'à présent, il devrait en plus en ramener le maximum possible à terre, il était évident qu'il n'y aurait jamais suffisamment de place à bord. Alors, à Halifax, on prépare un 2e câblier à venir assister le Mackay Bennett. Cet autre navire, c'est le Minya de la Anglo-American Telegraph Company, plus connu sous le nom de Western Union. Les mêmes dispositions sont prises, de la glace dans les cales, mais directement sur la bobine de câble qu'on ne prend pas le temps de retirer cette fois. On charge un maximum de cercueils et de linceuls, du formol pour l'embaumeur, un prêtre, etc. En à peine plus d'1 heure, le Minya et son équipage étaient prêts et prenaient la mer en direction de ce champ de tristesse et de désolation. Le jour se couche à nouveau sur le Mackay Bennett, et la dernière chaloupe est remontée avec son nouveau lot de victimes. Le navire est arrivé au cœur du champ de débris. L'équipage regarde tout autour d'eux et voit encore plus d'1 centaine de corps qui les entourent et attendent d'être ramenés, eux aussi, sur leur lit de glace. Le moral est au plus bas. La tâche paraît sans fin, et pourtant, les marins savent que beaucoup de ces visages endormis ou figés ne seront plus là demain, balayés par les vagues, emportés par les courants, mais ils auront été remplacés par d'autres. Cette concentration importante de corps dérivant ensemble leur fait se demander si, par hasard, ils ne seraient pas au-dessus du site de l'épave. On sait aujourd'hui que ce n'était pas le cas. La lourde tâche reprend pour une journée supplémentaire. Ce 3e jour, le SS Sardinian de la compagnie Alan Line vient saluer le travail du Mackay Bennett. Il lui fait déposer des sacs de toile qui serviront à recueillir les corps des victimes qu'on continue d'amener à bord. Ce 23 avril, ce seront 83 corps qui seront remontés à bord, et il en reste encore beaucoup autour d'eux. Jon Snow continue d'embaumer les corps et de noter la description de ceux qu'on ne peut pas identifier. Le révérend Hind récite ses prières avant d'envoyer ceux trop abîmés reposer au fond de la mer. L'équipage est épuisé, démoralisé. Un lien particulier s'installe entre l'équipage et les cadavres qui les entourent. 3 jours à les côtoyer, c'est long. On ne parle pas de journée de travail de 8 heures à la fin de laquelle on rentre chez soi, retrouver sa famille et sa maison douillette. Ici, on dort dans un dortoir situé tout à proximité d'une cale pleine de cadavres dont l'odeur envahit tout. Beaucoup des corps récupérés étaient ceux de personnes en tenue de soirée complète. Et il est remarquable de constater que toutes les montres portées par les hommes s'étaient arrêtées précisément à 2h10, à la seconde près. Il n'y avait pas la moindre variation. Il y avait des preuves terrifiantes de la lutte désespérée pour la vie. Des mains agrippant frénétiquement des vêtements, des visages déformés par la terreur. Mais il est inutile d'essayer de décrire ce que nous avons vu, c'est impossible. Comme je l'ai dit, notre tâche était écœurante.
Gerald Ross, électricien du Mackay Bennett. Vers 7 heures du soir, alors que la nuit tombe sur ce cimetière flottant, le Sardinian, après avoir chargé le courrier des marins du Mackay Bennett, reprend sa route. Une fine brume enveloppe les deux navires. La vigie, depuis le nid de pie du Sardinian, envoie « Bonne nuit » en signal morse avec sa lampe torche aux marins du Mackay Bennett, et peut-être aussi à ces nombreuses taches blanches qui flottent à perte de vue. 24 avril. Le brouillard dense persiste, rendant toute opération supplémentaire avec les chaloupes presque impossible. On apprend que le Sardinian attend à une trentaine de milles. Midi. Une autre cérémonie funèbre a lieu et 77 corps rejoignent les précédents. Le son rauque de la sirène à vapeur résonne à travers la brume. Les cordages dégoulinants, la mer fantomatique, les amas de morts et les visages burinés des marins, dont les voix rudes se joignent pourtant avec émotion à l'hymne mélodieusement chanté par le révérend Hind. Tout cela contribue à rendre cette mission déjà étrange encore plus irréelle. Froid, mouillé, misérable et sans réconfort, tous les hommes luttent pour garder l'équilibre face au roulis violent du navire qui tangue sous la houle atlantique. Même les plus endurcis ne peuvent s'empêcher de réfléchir aux espoirs et aux peurs, à la consternation et au désespoir de ceux à qui l'on a arraché leurs êtres les plus chers, leur soutien, leur fierté, à cause de cette tragédie. Frederick Hamilton, ingénieur câble sur le Mackay Bennett. Parmi ces corps à rejoindre les abysses figure le corps numéro 190, celui de Rossmore Abbott, un passager de 3e classe dont l'état de conservation ne permet pas qu'on le ramène à terre. Âge estimé, 22 ans. Teint clair, manteau brun, pantalon gris, cardigan vert, maillot bleu, bottes noires. Montre, chaîne et breloque avec une médaille marquée Rossmore Abbott. Porte-monnaie vide, 2 couteaux. Ce jeune homme n'a pas 22 ans, mais 16. Il avait embarqué à Southampton avec sa mère nommée Rose et son petit frère Eugène, âgé de 9 ans. Leur mère, après son divorce en 1911, avait quitté les États-Unis où elle vivait à Rhode Island pour retourner en Angleterre, sa terre natale. Mais les enfants avaient le mal du pays. Elle avait donc acheté 3 billets de 3e classe, initialement sur un autre navire, pour retourner aux États-Unis. Mais au Royaume-Uni, certains le savent peut-être, le 6 avril a lieu la grève nationale des mineurs de charbon. Les ports ne sont donc plus approvisionnés, retardant le départ des paquebots, ou même annulant certains voyages. C'est le cas pour la famille Abbott, qui voit donc son voyage décalé sur le Titanic. Les rouages de l'histoire. Ils seront réveillés dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 par un steward qui passait dans les coursives afin de prévenir qu'il fallait évacuer le navire. Après s'être habillés et frayé un chemin parmi la foule depuis le fond du paquebot, ils étaient arrivés sur le pont des embarcations et s'étaient dirigés vers le canot pliable C. Ils auraient pu avoir une place sur un canot. Une femme, 2 enfants, pas de souci. Les femmes et les enfants d'abord, oui, mais... Rossmore a 16 ans, et il est donc en âge de travailler à l'époque. Il ne peut donc pas embarquer. C'est certainement ce que Rose dut penser, qu'elle devrait abandonner un de ses enfants. Alors, elle se ravise, serre ses 2 enfants contre elle et part affronter leur sort ailleurs, à l'arrière du navire. La famille refuse de se séparer, comme beaucoup d'autres familles à ce moment-là. Pourtant, elle aurait dû tenter sa chance, si elle avait su. Sur ce même canot, Bruce Ismay trouva de la place, parmi des chauffeurs et un steward. C'est l'avant-dernier canot à quitter le Titanic. La famille Abbott reste sur le Titanic jusqu'au dernier moment. Ils ont sauté tous les 3 à la toute fin, lors du dernier plongeon de la poupe. Rose Abbott ne revit jamais ses enfants après ce plongeon. Elle sera blessée par la remontée de débris qui viendront lui causer plusieurs fractures. Elle parviendra à trouver refuge sur le canot pliable A. Mais celui-ci, descendu à la hâte au moment de la chute de la première cheminée, est rempli d'eau jusqu'au banc de nage. Tous ont les jambes dans l'eau glacée, d'autres s'accrochent au canot et mourront d'hypothermie.
les naufragés du canot pliable A seront récupérés après 1 heure passée dans l'eau glacée par le canot 14 revenu chercher des survivants. Il sera abandonné en mer avec 3 cadavres à l'intérieur. Nous le retrouverons plus tard dans le récit. Rose Abbott est la seule femme à avoir coulé avec le Titanic qui a survécu dans l'eau. Elle en gardera à vie des grosses séquelles. Le corps d'Eugène, lui, ne sera jamais retrouvé. Rose se remariera plus tard, mais n'eut jamais d'autre enfant. Cette histoire terrible amène une autre question au sujet des enfants sur le Titanic. On estime que 53 enfants ont péri dans le naufrage sur les 109 présents à bord. Mais on considère à l'époque que l'âge limite d'un enfant est 11 ou 12 ans. Après ça, il peut travailler, donc ce n'est plus un enfant. Si on refaisait les calculs aujourd'hui, combien d'enfants compterait-on ? Les jours se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Il y en a certains où la mer est si mauvaise qu'on ne peut pas mettre la chaloupe à l'eau. La tâche serait trop périlleuse. Le capitaine fait de son mieux pour maintenir le Mackay Bennett proche des groupes de cadavres. Avec les cadavres, c'est aussi du mobilier qui commence à s'entasser à bord du Mackay Bennett. Des fauteuils, des transats, des valises, des fragments de boiserie dans lesquels les marins créaient des figures ou même des cadres. Parmi ces fragments figure ce que beaucoup appellent la porte. Vous savez, dans le célèbre film Titanic, James Cameron fait trouver refuge à Rose sur un grand panneau de bois que certains confondent avec une porte. Ce fameux panneau, qui n'est pas assez grand, paraît-il, pour accueillir ce pauvre Jack Dawson. Eh bien, ce panneau de bois existe vraiment. Il ornait le mur au-dessus de la porte d'entrée du grand salon de première classe. Si le film de Cameron est parfois inexact, romancé et comporte quelques partis pris, il faut reconnaître qu'il a effectué un travail dantesque et minutieux dans certains détails qu'on retrouve donc, par exemple, avec ce panneau qui est aujourd'hui conservé au Maritime Museum of the Atlantic à Halifax. Le 26 avril, 11 jours après le naufrage, le Minya arrive aux côtés du Mackay Bennett sous une météo venteuse, glaciale et enveloppée d'un épais brouillard. Le révérend Cunningham, présent à bord du Minya, réunit l'équipage dans le salon et décide d'y organiser une cérémonie en hommage à toutes les victimes de Titanic, car elles sont nombreuses autour d'eux. Cela étant fait, l'équipage du Minya entame sa lourde tâche lui aussi. Le premier corps ramené à bord est celui de Charles Melville Hayes, président de la Compagnie des chemins de fer du Grand Tronc au Canada, qui relie Montréal à Toronto. C'est un homme important qui a certainement sauvé la compagnie lorsqu'il en a pris la direction en 1886. Il s'était embarqué à bord du Titanic au retour de son voyage d'affaires à Londres. Avec lui voyagent son épouse, leur femme de chambre, sa fille et son gendre. Il était initialement prévu qu'il rentre plus tôt et soit donc embarqué sur un autre navire. Mais il croise Bruce Ismay qui lui propose plutôt de changer son billet pour participer au voyage inaugural du Titanic, ce qu'il fera donc. Le soir du naufrage, il parvient à placer sa fille et son épouse dans le canot numéro 3. Lui et son gendre ne s'en sortiront pas. Ramené à terre, un wagon sera affecté exclusivement pour sa dépouille et le conduira à Montréal. Le jour de ses funérailles, le 8 mai 1912, tous les salariés du Grand Tronc se sont arrêtés de travailler pendant 5 minutes à 11h30 en hommage à leur patron disparu. À ce moment de l'histoire du naufrage du Titanic, il y a un contraste net qui se crée. Pendant des décennies, un débat aura lieu entre ceux qui affirment que le paquebot s'est brisé en deux en coulant et ceux qui affirment que c'est faux, à tel point qu'on élaborera des plans et des campagnes de financement pour partir chercher et renflouer l'épave. Comme pour chaque naufrage, chaque sous-marin ou navire disparu, on parle dans la presse de possibles poches d'air dans lesquelles des survivants pourraient avoir trouvé refuge. L'histoire n'est qu'une boucle perpétuelle. Pourtant, parmi ces équipes de marins, autant sur le Mackay Bennett que sur le Minya, au vu des débris flottants au milieu des cadavres, il est évident que pour eux, le navire a carrément explosé.
Les marins du Minya récupèrent même des fragments de panneaux de bois du grand escalier. Le Mackay Bennett ne peut plus accueillir de cadavres. Tous les cercueils sont utilisés et l'embaumeur n'a plus de fluide. Le Minya étant arrivé sur place, il est temps pour le Mackay Bennett de lever l'ancre et de mettre cap sur Halifax. Nous faisons route vers Halifax. Brise modérée. Des marins rangent les cadavres sur le pont et arriment les cercueils sur le gaillard arrière. En 6 jours, le Mackay Bennett a sorti de l'eau 306 corps, dont 119 ont été inhumés en mer. Ce sont donc 187 victimes qu'il ramène en ce moment vers la terre. Certains sont en cercueil, d'autres dans des linceuls. Un incident se produisit pendant que j'étais de service, lors de la veille de 4 à 8 heures, lorsque le second ingénieur envoya un des graisseurs transmettre un message à l'officier de quart sur la passerelle. En remontant dans la salle des machines et en sortant dans le couloir, un corps glissa et faillit le renverser. Il retourna précipitamment à la salle des machines, rapportant qu'un corps avait repris vie et se déplaçait dans le couloir. Il était visiblement très effrayé. L'ingénieur me demanda alors d'aller voir ce qu'il se passait. Je m'exécutais et découvris qu'un corps s'était détaché d'un tas entreposé dans le couloir et que, à cause du tangage du navire, il se déplaçait d'avant en arrière et avait glissé jusqu'à la porte de la salle des machines. L'équipage affecté à ce secteur fut averti et le corps fut sécurisé. Il en faudra du temps, des années même à l'équipage pour se remettre de ce terrible voyage. Le Mackay Bennett arrive à Halifax le 30 avril à 8h30 du matin. Dans la presse et parmi la foule, on l'appelle The Death Ship, le navire de la mort. Tous les drapeaux de la ville ont été descendus à mi-mât et les cloches des églises faisaient résonner leur glas. Le Mackay Bennett vient accoster au quai de la Navy, protégé par des hauts murs du regard indiscret de la foule de curieux ayant fait le déplacement. Parmi eux, on trouve évidemment des familles de victimes, dans l'attente de récupérer le corps de leurs chers disparus, mais aussi et surtout des journalistes de tout le pays en quête de sensationnel et de morbide. Devant les quais, c'est une file interminable de corbillards hippomobiles qui attendent de récupérer leur lot de cercueils et linceuls. Tous ont été fouillés pour être sûr que personne ne se soit caché dedans pour approcher au plus près du Mackay Bennett. Une chapelle ardente de fortune a dû être mise en place. Tous les corps sont amenés au Mayflower Curling Club, une immense patinoire d'Halifax qui se prêtera parfaitement à la conservation des corps. Sur place, des grands paravents de toile sont tirés afin de créer des petits espaces d'intimité et de discrétion aux familles qui viendront reconnaître leurs morts. L'entreprise de pompes funèbres Snow a fait appel à des renforts afin d'aider à terminer l'embaumement des corps. Ainsi, ce sont 43 embaumeurs qui arrivent en ville, dont une femme, Mary Walsh, ce qui est assez rare pour être noté à l'époque. C'est elle qui sera chargée de s'occuper des femmes. Environ 100 corps avaient été embaumés à bord, mais assez vite, on avait manqué de matériel et de temps. Ces corps n'étaient pas habillés. On n'avait pas pu conserver les vêtements qu'ils portaient, souillés par l'eau, abîmés par les débris ou les oiseaux. On avait même dû les couper afin de les retirer pour ne pas abîmer les corps. Le tissu collait à la peau. Certains corps, comme celui de John Jacob Astor, ont ensuite été placés dans un cercueil. Comme on n'en avait pas assez, les autres étaient enveloppés dans des linceuls. L'embaumeur Snow ne faisait pas vraiment de distinction et s'occupait des corps par ordre d'arrivée. Mais il privilégiait toutefois ceux qui lui semblaient être des hommes d'affaires ou des notables, en évitant par exemple les marins et les membres d'équipage, car on se disait qu'en s'engageant dans la marine marchande, ils acceptaient et connaissaient les risques, et leurs proches aussi. Les vêtements retirés aux morts sont pour beaucoup en tissu précieux et pour certains, ils contenaient même une doublure afin d'y cacher de l'argent. On craint qu'ils ne soient récupérés et réemployés ou même que certains se mettent en quête de les mettre en pièces afin d'y trouver des sommes d'argent. Alors, on décide de les brûler après avoir minutieusement veillé à ce qu'on n'y trouve rien de valeur dedans.
Comme certains le savent déjà, je travaille au quotidien dans le milieu du funéraire. Mon père est thanatopracteur, mon frère aussi, et un de mes meilleurs amis également. Ainsi, je l'ai invité à venir parler avec moi de son expérience et de ses recherches pour nous expliquer comment les embaumeurs ont pu travailler en 1912. Bonjour Julien, peux-tu nous présenter et nous expliquer brièvement ton métier et le processus d'embaumement aujourd'hui en 2025, s'il te plaît? Bonjour Julien, la thanato a pour but de garantir la conservation des défunts. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une personne décède, un processus naturel s'enclenche. C'est le processus d'autolyse cellulaire, ou on peut dire aussi dégradation cellulaire. Et la thanatopraxie a pour but premier de ralentir ce processus. On ne l'arrête pas, c'est impossible, mais on va chercher à le ralentir. Et pour ce faire, nous injectons un fluide à base de formol par voie artérielle. Le principe de base étant de remettre sous pression le circuit vasculaire du défunt et de garantir ainsi la diffusion du fluide au plus profond des cellules. Le formol a deux caractéristiques principales. C'est un puissant désinfectant et il est aussi très astringent. Donc l'astringence, c'est la déshydratation. Et ces deux caractéristiques en font un fluide parfait pour garantir la conservation des défunts. C'est par la déshydratation des cellules que nous obtenons la conservation. Donc en fait, avec ce processus, tu vas en quelque sorte arrêter la décomposition du cadavre, si on comprend bien, c'est bien ça? Alors, arrêter, je pense que c'est pas le terme qu'il faut utiliser. Nous, on cherche vraiment à ralentir. Le principe, c'est vraiment de faire en sorte, sur une période assez courte, que le défunt puisse se conserver dans les meilleures conditions possibles, sans pour autant arrêter. De toute façon, c'est un processus naturel qui s'enclenche que l'on ne peut absolument pas arrêter. D'accord, merci. Mais alors, sais-tu quel était le protocole en 1912 ? Peux-tu nous l'expliquer et nous dire quelles sont les différences par rapport à aujourd'hui, par exemple ? Alors, après de nombreuses recherches, il est impossible de trouver des archives officielles sur le protocole utilisé par John Snow et ses équipes. En revanche, on sait avec certitude que dans le monde anglo-saxon, l'embaumement à base de formaldéhyde ou de formol avait remplacé l'arsenic depuis le début du XXe siècle. Donc, l'embaumement standard se faisait par injection artérielle, puis traitement des cavités, et ce sont des pratiques usuelles auxquelles John Snow & Co avait accès. Donc, pour résumer, le protocole utilisé par John Snow et ses équipes était le protocole qu'on utilise encore actuellement, c'est-à-dire injection par voie artérielle, traitement des cavités, et voilà. Et du coup, comment travailles-tu avec un corps qui a séjourné dans l'eau ? Alors finalement, ça va pas trop changer. Ce qu'il faut savoir, par contre, en revanche, c'est que effectivement, alors ça va dépendre de la période durant laquelle ce défunt va rester dans l'eau. Ce qui rend les choses un peu plus compliquées, c'est surtout au niveau de la manipulation du défunt. On va voir apparaître une sorte de desquamation, donc c'est-à-dire les couches superficielles de la peau qui vont s'arracher. Il faut y aller avec précaution. Après, il y a une autre chose aussi, c'est que sur le plan vasculaire, le corps soit resté trop longtemps dans l'eau, ça va fragiliser les artères, et donc ce qui peut nous poser des problèmes par la suite pour l'injection, puisque comme je disais, on utilise une injection par voie artérielle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on sort un défunt qui est resté immergé, il va se dégrader à vitesse grand V. Donc il faut impérativement faire quelque chose, et là je parle en termes d'hygiène ou de soins de thanatopraxie, assez rapidement pour ralentir le processus de dégradation. L'eau était pourtant entre -2 et 4 degrés environ. On pourrait penser que ça aurait pu congeler ou préserver les corps. Alors, l'eau froide salée est un milieu favorable à la conservation d'un défunt. Une température basse va limiter le développement de certaines bactéries qui sont à l'origine de la dégradation du corps. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, le point de gel d'une eau salée est nettement plus bas que celui d'une eau douce, puisque une eau salée va geler aux alentours de -1,9, -2 degrés. Il ne faut pas oublier que les défunts qui sont repêchés à l'eau sont des corps issus d'un naufrage. Donc ces derniers ont forcément été chahutés par les débris et la faune aquatique. Autre chose aussi, c'est que le Mackay Bennett est arrivé sur place 6 jours après le naufrage. Il va sans dire que John Snow et ses équipes ont eu fort à faire avec le peu de moyens dont ils disposaient, puisque l'on sait qu'ils ont très vite manqué de formol. Très bien, merci Julien pour ces éclaircissements. Retournons à présent en 1912 à Halifax. L'un de ses embaumeurs, Frank Newell, se présente sur place et se voit attribuer un certain nombre de corps. On ne présente pas les noms, mais juste le numéro. Le premier dont il doit s'occuper est le numéro 121. Il ouvre le rideau du box et s'effondre sous le choc. Ce premier corps est celui de Arthur Newell, son oncle.
En ville, tous les hôtels affichent complet. Les vitrines de magasins sont drapées de noir, toute la ville est en deuil. C'est une ambiance pesante qui s'est installée. Les journalistes sont partout et traquent sans relâche les familles venues reconnaître leurs proches. Vincent Astor est arrivé en ville et n'a aucun répit. Il est harcelé de questions, photographié dès qu'il met un pied sur le trottoir. Il aurait pu, comme beaucoup d'autres, envoyer un représentant de la famille pour faire le nécessaire. Mais il a préféré s'occuper de cela lui-même. Lors de l'arrivée du Mackay Bennett au port, il ira à bord faire ouvrir le cercueil pour s'assurer qu'il s'agit bien de son père. Cette précaution n'est pas un caprice. Des erreurs ont eu lieu. Quelques jours auparavant, l'opérateur du Mackay Bennett transmet une liste de victimes ramenées à bord. Bon, parmi celles-ci, ils annoncent avoir récupéré le corps du millionnaire George Wilder. Il voyageait à bord du Titanic en première classe au retour de France après avoir visité Paris avec son épouse, son fils et son valet. Au moment du naufrage, George place son épouse et leur femme de chambre dans un canot. Ni lui, ni son fils ne survivront au naufrage. Mais un corps est remonté. En fouillant les affaires, on trouve des documents au nom de George Wilder. Il est donc identifié en tant que tel, sauf qu'il s'agissait de son valet. On ne retrouvera jamais le corps de George ou de son fils, ou, si tel fut le cas, il était probablement trop défiguré pour être identifié. Une fois le corps de son père identifié, Vincent Astor termine de faire préparer et habiller son papa. Le jour même, le permis d'inhumer est délivré, il pourra faire ramener le cercueil vers New York où il sera inhumé au cimetière de Trinity. Vincent Astor fera restaurer la montre de son père et il la portera jusqu'en 1935 où il en fit don en cadeau de baptême au fils de William Dobbin, secrétaire particulier de John Astor, puis de Vincent Astor. La montre restera dans la famille Dobbin jusqu'en 1997 où elle sera vendue une première fois à un collectionneur new-yorkais avant d'être revendue en 2024 pour la somme astronomique de 1 024 000 €. Et oui, quand on vous dit que le Titanic est une machine à fric. Mais revenons en 1912 au Mayflower Curling Ring. Parmi les défunts allongés sur la glace se trouve le corps numéro 35, Wallace Henry Hartley, le chef d'orchestre du Titanic, célèbre pour avoir joué jusqu'au dernier moment. Son corps fut réclamé par ses parents et renvoyé vers Liverpool à bord de l'Arabic. Il fut inhumé à Colne, une ville dans les terres au sud de Liverpool, le 18 mai, plus d'un mois après son décès. On estime qu'il y avait entre 30 et 40 000 personnes présentes sur le passage du corbillard qui l'amenait vers son lieu de sépulture. La nouvelle de l'orchestre ayant joué jusqu'au dernier moment avait déjà fait le tour de la presse. Les embaumeurs doivent travailler rapidement afin que les proches puissent identifier leurs morts au plus vite. Le problème, c'est que pour beaucoup d'entre eux, la glace à bord du Mackay Bennett n'a pas été suffisante pour conserver les corps. Certains sont déjà très abîmés par la décomposition. Le teint prend une couleur verdâtre, violacée par endroits. De la noirceur apparaît autour des lèvres et au bout des doigts. Des gaz se forment dans l'abdomen. Halifax se prépare alors à enterrer les premiers morts. On aménage rapidement une partie de Fairview Lawn Cemetery. Le premier corps à rejoindre le cimetière est celui de William Harrison, secrétaire particulier de Bruce Ismay, le président de la White Star Line. Sa femme avait pourtant demandé que son corps soit rapatrié, mais on avait pensé qu'il était préférable que la compagnie donne l'exemple. On savait que, compte tenu de l'état des différents corps, tous ne pourraient pas être ramenés dans de bonnes conditions sanitaires. Monsieur Harrison fut donc inhumé le 1er mai, 16 jours après son décès. Toutes les petites stèles sont identiques pour toutes les victimes du naufrage dans le cimetière, mais Bruce Ismay a tenu à payer lui-même une stèle différente pour son secrétaire. Puis, les premières obsèques groupées ont lieu. Les premiers corps qui seront inhumés sont ceux qu'on ne peut pas identifier et qui sont trop abîmés. Essentiellement, pense-t-on, des membres d'équipage, des mécaniciens et des passagers de 3e classe.
Ainsi, le vendredi 3 juin a lieu les premières inhumations de masse. On ne pouvait pas savoir de quelle religion ces victimes étaient, catholiques, anglicans ou protestants. Alors, une cérémonie eut lieu dans l'une et l'autre des églises. Toutes étaient pleines. Ce n'étaient pas des obsèques individuelles, les cercueils ne sont pas entrés dans les églises, ils ont été directement amenés de la morgue de Fortune au cimetière. Un petit incident va se produire. Le 4 mai, on constate que 10 cercueils devant être inhumés à Fairview ont tout simplement disparu. On crie au scandale, on mène une enquête très rapide puisqu'il s'avère que c'est le rabbin qui a fait emmener les 10 cercueils afin de procéder à des vérifications. Il manquait de temps pour examiner les cadavres et déterminer s'ils étaient de confession hébraïque ou non. Il voulait être sûr, par respect pour ses victimes et leurs familles, de ne pas commettre d'impair. Dans le cas de ces 10 cercueils, il n'en gardera aucun. Toutefois, plusieurs disparus étaient juifs à bord. Parmi les plus célèbres, on trouve Benjamin Guggenheim, embarqué en première classe, il n'avait pas souhaité enfiler le gilet de sauvetage, mais ses vêtements les plus chauds en déclarant qu'il était prêt à mourir comme un gentleman. Les derniers témoignages le concernant racontent qu'il aidait les femmes à monter à bord des canots de sauvetage. Son corps ne sera jamais retrouvé. Par contre, le Mackay Bennett a bien ramené celui de Isidore Strauss. Le couple Strauss était des riches passagers de première classe, bienfaiteurs auprès de nombreuses œuvres de charité juive et autres actions publiques. Ida et Isidore Strauss revenaient d'un séjour dans le sud de la France. Au moment d'évacuer le Titanic, Ida avait refusé de monter dans un canot sans son époux. Comme il était à un âge avancé, 67 ans, on lui avait offert le droit de prendre une place dans un canot. Mais, en gentleman qu'il était, il avait refusé tant que d'autres hommes et femmes restaient à bord. Le couple avait fait monter d'autres personnes, dont leur femme de chambre, à qui Madame Strauss offrit son manteau pour se couvrir du froid. Malgré l'insistance de son mari, elle refusa d'embarquer sans lui. Le couple était réputé inséparable. Ce qu'ils sont devenus ensuite, on ne le sait pas. Certains témoignages disent qu'on les vit assis sur des fauteuils, d'autres qu'ils étaient debout sur le pont en se tenant la main, ou encore qu'on les vit retourner à l'intérieur du paquebot en direction de leur cabine. Seul le corps de M. Strauss sera remonté à bord du Mackay Bennett sous le numéro 96. Son corps sera ramené vers New York pour être inhumé au cimetière de Woodlawn dans le Bronx. La presse rapporte que 60 000 juifs se sont rassemblés à Jérusalem pour pleurer la perte de ce couple généreux. En tout, ce sont 10 victimes du Titanic qui seront inhumées dans le cimetière juif du baron de Hirsch. 2 seulement sont identifiés, dont Michel Navratil, qui est toujours identifié sous le nom de Louis Hoffman. Hoffman était un nom à consonance juive. Il avait donc été inhumé au cimetière du baron de Hirsch. Il faudra attendre 2 ans avant que son épouse ou ex-épouse, Marcel, le fasse officiellement reconnaître à Halifax sous le nom de Michel Navratil. Toutefois, son corps ne sera pas déplacé. On modifiera simplement le nom sur la petite stèle, identique à toutes les victimes du naufrage. Son fils aîné, Michel, viendra se recueillir sur la tombe de son papa pour la seule et unique fois en 1996. Petit à petit, la patinoire se vide de ses corps. Les marins du Mackay Bennett, cependant, viennent presque tous les jours pour voir si le petit garçon de 2 ans est toujours là. Et c'est le cas. Personne ne le réclame. Il n'est toujours pas identifié. L'équipage était très touché par ce petit bonhomme. Il l'appelait « Our Boy », notre garçon. Il s'était dit que si personne n'était là pour s'occuper de lui, alors il le ferait. Il s'occuperait de ses obsèques. À bord du Minya, ce sont 16 corps qui sont remontés. 2 seront inhumés en mer. Il y a moins de corps, c'est normal. Le courant les emporte vers le Gulf Stream. Je peux te dire, maman, qu'aucun d'entre nous n'aime ce travail. Vraiment pas. Mais il vaut mieux les récupérer et leur donner une sépulture digne que de les laisser flotter pendant des semaines. L'embaumeur est le seul pour qui ce travail est agréable. Je pourrais même dire, sans trop exagérer, qu'il y prend plaisir, car pour lui, c'est une œuvre de dévouement, et il en tire la fierté du travail bien fait. Après une semaine sur place, le Minya retourne à Halifax le 6 mai. Un autre navire est envoyé.
le mont Magny. Il récupérera 4 corps, dont un rejoindra les autres 4 km plus bas, dans ce cimetière sous-marin. À Halifax, presque tous les corps ont été inhumés, dont un dont le nom vous semblera familier. Une petite stèle noire porte le nom de G. Dawson. Alors oui, vous allez tilter tout de suite et dire « Tiens, ce bon vieux Jack Dawson que l'autre gourde de rose a laissé mourir de froid. » Oui, mais non, ce n'est pas le même. James Cameron a créé ces 2 personnages de toutes pièces. Et pourtant, des centaines et des centaines de jeunes femmes sont venues sur cette tombe pleurer et déposer un petit bouquet de fleurs depuis la sortie du film Titanic. Si les personnages de Rose et Jack sont parfaitement fictifs, il y avait bien un Dawson à bord. Joseph Dawson, âgé de 23 ans, était un soutier chargé d'approvisionner le charbon. Il était irlandais et logeait dans un petit appartement situé au-dessus d'un bar de Southampton. Comme beaucoup d'autres soutiers et mécaniciens, on en sait peu à leur sujet. Beaucoup de tombes comportent simplement le numéro de corps et la date du 15 avril 1912. Pourquoi ? Parce que dans les entrailles de ces transatlantiques, il y fait chaud. Ils portaient donc peu de vêtements et donc on avait moins de chances de trouver de quoi les identifier dans leur poche de pantalon. James Cameron ne s'est pas inspiré de lui ni même de son nom pour le personnage de Jack. C'est un pur hasard. Sur la glace de la patinoire, il ne reste bientôt plus que le corps numéro 4, le petit garçon de 2 ans. Il est temps de lui donner une sépulture. Son petit corps se dégrade. Alors, Mary Walsh, la seule femme embaumeuse, se charge de le préparer avec tendresse. L'équipage du Mac et Bennett s'occupe de tout. Ils payent les fleurs, une stèle plus grande que les autres et font faire une plaque de métal à poser sur lui dans le cercueil sur laquelle il est écrit « Our Baby » et un ruban sur lequel il note « God bless our son ». Il sera l'un des seuls à recevoir une cérémonie pour lui tout seul, le 4 mai 1912, tenue dans l'église anglicane Saint-Georges. Comme sur le Mac et Bennett, c'est le révérend Hind qui mène la cérémonie devant une église pleine. Le petit cercueil est porté par l'équipage du Mac et Bennett, très ému. Il y a tellement de fleurs qu'on ne peut pas toutes les placer dans l'église. Au terme d'une cérémonie vive en émotion, le petit cercueil est amené au cimetière de Fairview Lawn. L'emplacement de sa sépulture n'a pas été choisi complètement par hasard. Il se trouve à proximité de Alma Paulson, une passagère de 3e classe ramenée par le Mac et Bennett sous le numéro 206. On se dit qu'il est possible que le corps de ce petit garçon soit un des enfants d'Alma. C'est une jeune femme de 30 ans, d'origine suédoise. Son époux, Niels, avait dû émigrer aux États-Unis près de Chicago en 1910 afin d'y trouver du travail, laissant derrière lui sa femme et leurs 4 enfants, dont le tout jeune Gösta, qui vient de naître. Le plus vieux, Thorborg, n'avait même pas 10 ans. Après 2 ans de dur labeur, il avait envoyé à son épouse 5 billets d'embarquement sur le Titanic en 3e classe, afin qu'ils viennent enfin le rejoindre. Lors de l'évacuation, Alma mit du temps à préparer ses 4 jeunes enfants. Il fallut ensuite remonter tout le navire dans la cohue pour trouver le pont des embarcations. Chose difficile pour une personne étrangère ne parlant pas ou peu l'anglais. Y étant enfin parvenu, il ne restait que les canots pliables A et B situés sur le toit du quartier des officiers, où Alma retrouva d'autres amis suédois qui l'aidèrent à tenir ses enfants pendant qu'on tentait de descendre les canots. Vous le savez sans doute, mais c'est à ce moment que le naufrage s'accéléra. Le Titanic s'enfonça un peu plus, précipitant la chute de la première cheminée, le pont fut submergé et beaucoup de personnes furent emportées. Eh bien, ce fut le cas d'Alma et de ses enfants. Comme je vous l'ai dit, le corps d'Alma fut remonté, mais on ne retrouva aucun de ses 4 enfants. Alors, sachant qu'elle avait un bébé de 2 ans, on pensait que ce petit était peut-être son Gösta, et si tel n'est pas le cas, il ne sera pas très loin d'une maman pour veiller sur lui, où qu'il soit. Sur sa stèle est écrit « Érigé à la mémoire d'un enfant inconnu, récupéré après le désastre du Titanic ». Tous les ans, un marin du Mac et Bennett, Clifford Chrees, ayant sorti le corps de cet enfant de l'eau, viendra sur sa tombe déposer un petit bouquet de fleurs jusqu'à sa mort en 1961. Sa tombe se situe dans le cimetière de Fairview Lawn lui aussi, pas très loin de celle de l'enfant.
Je suis sûr que de là où il est, il veille sur lui. » Personne n'est revenu indemne de ce voyage. Personne. On parle du nombre de morts de Titanic, 1500 environ. Mais combien de victimes collatérales ? On pourrait détailler l'histoire de chaque tombe. Même si elles ne sont pas identifiées, avec le numéro, je pourrais vous dire la description du corps, ce qu'il ou elle portait. Mais elles sont trop nombreuses. Il y en a 121, rien que dans le cimetière de Fairview Lawn. La dernière inhumation aura lieu le 11 juin 1912. Le dernier corps ramené à Halifax est celui de James McGrady, un steward de première classe, retrouvé flottant seul par l'Algérine, le dernier bateau envoyé à la recherche des corps du Titanic. 10 autres corps sont enterrés au cimetière juif du baron de Hirsch et 19 sont au cimetière catholique du Mont Olivet. Un mois plus tard, la vie avait repris son rythme habituel à Halifax pendant que l'Océanic de la White Star Line croisait sur sa route le canot pliable A du Titanic. La mer était calme à midi lorsque le veilleur cria qu'on apercevait quelque chose qui flottait droit devant. Le navire ralentit et il devint évident que l'objet était un canot de sauvetage à la dérive en pleine mer au milieu de l'Atlantique. Ce qui était horrifiant, c'est qu'il contenait 3 cadavres en décomposition. Un canot fut mis à l'eau avec un officier et un médecin. Ce qui suivit fut épouvantable. On pouvait voir 2 marins assis, les cheveux décolorés par le soleil et le sel, et un 3e corps, vêtu d'un smoking, allongé sur le plancher. Les 3 étaient morts, à la dérive et exposés au ciel depuis qu'ils avaient vu sombrer le plus grand paquebot de l'océan. Les 3 corps furent entassés dans des sacs de marins, chacun lesté d'une barre d'acier au fond. Puis, un par un, ils furent enveloppés dans l'Union Jack, une prière fut prononcée et ils furent jetés à la mer. Tous les sacs contenant les effets personnels récupérés sur les corps identifiés ou non et non réclamés par les familles avaient été déposés au bureau de la White Star Line en attendant que les proches se manifestent. Ce même mois de mai 1912, une lettre arrive au bureau de la part du père du 3e mécanicien du Titanic, Herbert Jupp, identifié sous le numéro 73, dont son corps, trop abîmé et inidentifiable sur le moment, avait été inhumé en mer. Les seuls éléments distinctifs étaient sa montre et un mouchoir brodé aux initiales HJ. Cher monsieur, on m'a informé par monsieur Blake, ingénieur superintendant de la White Star Line le 10 mai, que le corps de mon fils bien-aimé, Herbert Jupp, qui était ingénieur électricien numéro 3 sur le malheureux Titanic, a été retrouvé et inhumé en mer par le câblier Mackay Bennett, et que sa montre en argent et un mouchoir marqué HJ sont en votre possession. Il s'en est acheté une demi-douzaine de même quand il était à Belfast avec le RMS Olympique pour faire changer une pale d'hélice. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants pour toute votre bonté envers mon précieux garçon. Il n'était pas marié et était l'amour de nos cœurs, et il aimait son foyer. Mais Dieu a donné et Dieu a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Il a laissé un vide douloureux dans notre foyer qui ne peut être comblé. Veuillez envoyer la montre et le mouchoir marqué HJ. Sincèrement, C. Jupp. Les objets ont bien été renvoyés à ses parents. Durant les années qui suivirent, certains corps ont fini par être identifiés. Leur nom était alors ajouté sur la stèle. Mais celui qui continua de hanter les historiens, c'est celui du petit garçon de 2 ans. Qui était-il ? Pourquoi n'a-t-il jamais été réclamé ? En 2001, on exhume son corps pour faire des recherches ADN. Un enfant de 2 ans inhumé en terre depuis 90 ans, peu de chance de retrouver quoi que ce soit. Et pourtant, on retrouve un petit fragment d'os et quelques petites dents protégées par la plaque de métal déposée par les marins du Mackay Bennett. On savait que 6 enfants disparus dans le naufrage avaient le même âge que ce petit. Les tests ADN confirment déjà qu'il ne s'agit pas d'un des enfants de Alma Paulson. Toutefois, il ressort des tests que l'ADN pourrait être à 50% celui de Eino Panula, une autre histoire d'une tristesse immense.
Mais Eino Pennula n'avait que 13 mois, et les chaussures de l'enfant ne correspondaient pas à celles qu'on met à un bébé de 13 mois. Alors, on poursuivit les recherches. L'ADN est transmis dans d'autres bases de données et, le 30 juin 2007, il finit par révéler que cet enfant est finalement Sidney Leslie Goodwin. Sidney avait 5 frères et sœurs dont le plus âgé avait 16 ans. Ses parents étaient tous deux anglais. Son oncle Thomas avait émigré à Niagara Falls dans l'État de New York quelques années auparavant. Il écrivit à son frère, le père de Sidney, pour le prévenir qu'une centrale électrique allait ouvrir et qu'il cherchait de la main-d'œuvre. Aussitôt, la famille plia bagages et ils achetèrent des billets de 3e classe à bord du SS New York. Mais la fameuse grève de charbon annula le départ du navire et la famille se retrouva elle aussi à bord du Titanic. On ne sait rien de leur histoire à bord. On ne peut donc que supposer. On peut supposer que la famille fut peut-être prévenue trop tard qu'il fallait évacuer, qu'il fut probablement long de réveiller les 6 enfants, les préparer, surtout si tous étaient aussi chaudement habillés que Sidney, puis de se frayer un chemin jusqu'au pont des embarcations. Qu'une fois arrivés là-haut, il n'y avait peut-être plus de canaux et que comme tant d'autres, leur destin fut scellé à 2h10. J'aime croire que Sidney est resté jusqu'au bout dans les bras de sa maman et qu'ils se sont endormis tous les deux, l'un contre l'autre. Que peu de temps avant que le Mackay Bennett ne remonte son petit corps, une vague l'eut balayé de ses bras. On ne retrouvera jamais le corps de ses parents, ni de ses frères et sœurs. Il est le seul de sa famille à avoir une sépulture. On a tellement écrit sur le Titanic, tellement raconté son histoire. Parfois même, on a inventé des fausses vérités, des fausses histoires et j'en passe. Tant et si bien qu'on a presque rendu son histoire fantaisiste, édulcorée, romantique, à tel point qu'elle en devient presque surréaliste. Ces tombes à Halifax, alignées les unes à côté des autres, rendent l'histoire concrète, véridique et triste. Tout ce qu'il y a de plus triste. Qu'y a-t-il de plus terre-à-terre que des tombes sous lesquelles reposent les dépouilles des personnes qui étaient vous et moi ? Des destins, des vies pleines d'espoir dont le voyage prit tragiquement fin ici, à Halifax, loin de leur destination initiale. Plus de 110 ans après, ce lieu ne vous laissera pas indifférent. C'est une sorte de memento mori. Souviens-toi que toi aussi, tu vas mourir. Le Mackay Bennett reprit son travail de câblier jusqu'en 1922. Il servit ensuite d'entrepôt flottant dans le port de Plymouth, en Angleterre. Lors de la Seconde Guerre mondiale, un bombardement allemand le fit couler par faible fond. Après la guerre, son épave étant gênante, il sera renfloué et envoyé en démolition en 1963 dans la plus grande indifférence. Le travail de l'équipage du Mackay Bennett a été essentiel, capital, non seulement pour le travail de deuil de ceux qui ont pu récupérer leurs proches, mais aussi pour la transmission, le travail de mémoire et le respect qu'on doit à ceux qui ont péri cette nuit glaciale du 14 au 15 avril 1912, loin de leur foyer, loin de leurs proches et de leur lit bien chaud. Titanic, ce n'est pas un film, ce n'est pas un roman, un bar, un restaurant ou une histoire anodine qu'on se raconte. Titanic, c'est un drame bien réel qui s'est déroulé loin des projecteurs d'Hollywood. Il n'y avait d'ailleurs aucune lumière, aucune lune pour l'éveiller. Ce récit en est le témoin, l'hommage à ces acteurs de l'ombre qui, à leur manière, ont marqué l'histoire. Ce triste récit est à présent terminé. J'imagine que, comme moi, certains détails vous hanteront un petit peu. Croyez-moi qu'en documentant cet épisode, j'ai souvent rêvé la nuit d'être au milieu de cette armée de cadavres, flottant dans le brouillard et la houle de l'Atlantique, ou bien sur les ponts humides du Mackay Bennett. Je suis Julien Maroyot, j'ai écrit, réalisé et monté moi-même cet épisode. L'illustration est une œuvre de Julien Garnier.
Si cet épisode vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en le likant sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également me laisser un commentaire ou m'écrire à l'adresse suivante lecimetièredelocean@gmail.com. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous retrouve bientôt pour une autre histoire de paquebot transatlantique ou de naufrage.